Pour ceux qui n'ont pas encore vu la partie 1 et la partie 2, je vous recommande vivement d'aller les voir. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Elles vous permettent d'aborder la ligne la plus grave, la ligne basse, et la ligne la plus aiguë, et ce qui nous mène à cette vidéo-là. Maintenant que nous avons été en classe ensemble et que nous avons eu l'occasion de décortiquer le morceau, j'aimerais en profiter pour souligner 6 points essentiels selon mon expérience pour vous permettre d'affiner le morceau et votre interprétation. Voici donc l'épilogue. Premier point, qu'est-ce qu'une rhapsodie ? Une rhapsodie, le dictionnaire nous dit que c'est une pièce instrumentale de caractère libre, proche d'une improvisation, qui évoque des thèmes folkloriques. Il faut savoir que rhapsodie en grec vient de rhapto, qui veut dire coudre. Donc à l'inverse d'une symphonie où toutes les voix, plusieurs voix vont ensemble, ou une polyphonie, une rhapsodie c'est davantage un rapiècement de différentes œuvres avec des caractères un petit peu différents et un petit peu plus flous qu'on a réussi à amener ensemble dans une sorte de patchwork. Deuxième point. Selon moi, il y a dans le morceau 2 lignes de chant, 2 lignes vocales déterminantes. Bien sûr, on en entend beaucoup plus. On en distinguerait 4 essentielles. Pour moi, il y en a vraiment 2 qui affirment la personnalité. Et les 2 autres, qui sont des harmonies aiguës, correspondent à des fioritures. Le Ré et le Fa que nous abordons en classe, ce sont vraiment les lignes essentielles. La ligne Ré étant la ligne la plus basse et la ligne Fa étant la ligne un petit peu plus aiguë. À L2, elle donne la personnalité et le ton du morceau. Contrairement à la croyance populaire, le morceau Bohemian Rhapsody, ça n'est pas tant que ça un effort de groupe, c'est surtout un effort d'une personne. Le clip véhicule l'idée qu'on a les 4 membres de Queen et que les 4 ont des parties de chant différentes et ils les chantent en même temps, ils proposent tout de suite une harmonie commune. En réalité, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Le studio, c'est très différent du live. Et dans le studio, ça a été davantage un effort fourni exclusivement par Freddie Mercury. C'est-à-dire que, pour moi, tel que je l'entends, c'est un chanteur qui s'amuse en studio et qui superpose voix sur voix. Surtout à l'époque, on avait pour habitude de superposer énormément de voix. À mon sens, j'en entends au moins une douzaine de voix différentes. Maintenant, pour avoir un petit peu d'épaisseur, ce qui se passe, c'est qu'on va enregistrer une ligne lead, donc la ligne de tête de chant, qui va être un mélange de un enregistrement en droite, un enregistrement en oreille gauche, 2 enregistrements au centre sur la même voix. Tout ça pour donner vraiment du corps et de l'épaisseur. Et ensuite, on a tous les arrangements vocaux, toutes les harmonies, qui sont différentes couches qui se superposent les unes sur les autres et qui ont été enregistrées par la même personne. J'entends la même texture, c'est vraiment un effort d'un chanteur, tout simplement, qui était très calé sur les harmonies par ailleurs et qui arrivait à se superposer. Maintenant, je pense que Freddie Mercury a fait intervenir les autres membres du groupe pour donner une autre couleur. C'était le cas dans les années 70-80, on faisait venir beaucoup de choristes pour donner une couleur. Non pas que le chanteur ne savait pas le faire, il savait le faire, mais il voulait avoir une autre texture, la texture de son batteur. On le voit parfaitement dans le film Bohemian Rhapsody d'ailleurs. Son batteur qui attrape certaines notes suraiguës, un petit peu plus rock, avec une voix un petit peu plus éraillée. Le guitariste Brian May va reprendre certaines parties dans une voix un petit peu plus douce. Donc c'est vraiment un chanteur, Freddie Mercury, plusieurs lignes superposées et ensuite quelques harmonies que vont venir compléter les membres du groupe juste pour apporter une nuance. Mais c'est un effort en solo. Il y a une raison pour laquelle le groupe Queen n'a jamais interprété cette chanson de A à Z sur scène. On peut le voir par exemple dans le Live Aid. Vous avez une première partie qui est toujours, donc la première et la deuxième partie, celle que nous étudions ici, ont toujours été retranscrites par la bande son. Il y a toujours une bande son, la vidéo et ensuite le groupe jouait en live. Pourquoi ? C'est une question d'énergie. Je pense que le début du morceau, les 2 premières parties, sont vraiment une sorte de chorale. Quand on veut reproduire ça sur scène, soit on va carrément dans un style de chorale et dans un style vraiment classique avec beaucoup de chanteurs d'ailleurs pour reprendre de manière éloquente toutes les parties.
La partie 3, à partir de la partie 3 de la Rhapsodie, où ça commence vraiment à devenir rock, c'est énormément d'énergie. Les deux énergies sont différentes. Ça aurait été très dur pour le groupe Queen, à mon sens, d'avoir cette partie qui est plutôt posée, extrêmement précise au tout début, avec des harmonies complexes, et ensuite de passer sur du rock en pleine énergie, en plein volume. C'est vraiment deux énergies qui sont contradictoires. En live, vous pouvez entendre sur le Live Aid, où Freddie Mercury était malade, vous pouvez entendre une façon d'interpréter toute la partie en mama de façon très différente. Les gens disent vers la fin de sa vie, Freddie Mercury avait une approche beaucoup plus rock. C'est pas vrai. Moi, je pense que au niveau du volume d'air, au niveau du larynx, il ne pouvait pas se permettre de moduler un point exponentiel. Il était obligé d'aller soit complètement feutré, et donc à ce moment-là garder tout le morceau comme ça, soit aller dans le rock. Et lui, il va directement dans le rock parce que je pense que physiologiquement, je sais qu'il était sous traitement, il était souffrant, physiologiquement, il ne pouvait pas tenir le coup et il ne pouvait pas conserver toutes les harmoniques de sa voix, tous les aigus, toutes les subtilités de la voix. En allant vraiment dans le rock et en ayant un placement vocal de poitrine puissant, ça lui permet de sonner et d'être juste dès le départ. Il y va donc à fond. Je pense que Freddie Mercury était à mi-chemin entre le baryton et le ténor. C'est-à-dire que c'est une de ces rares voix, une de ces exceptions de la nature qui est à cheval entre les deux. Pourquoi ? Parce que le baryton, donc c'est une voix qui est un peu plus haute que la voix de basse. En grec, baryton, barytonos, c'est le ton qui est lourd, mais c'est le ton qui est lourd en opposé à la voix de ténor, qui était la voix utilisée dans la musique un peu plus ancienne, dans l'époque classique, dans l'époque baroque, dans l'époque classique. On avait le ténor, donc vraiment la voix aiguë. Le baryton venait alourdir un peu le propos, la basse, on est 6 pieds sous terre. Freddie Mercury avait le baryton, cette voix un petit peu lourde, un petit peu ce coffre vraiment ample, généreux et cette voix médium grave. Et il était aussi ténor, puisqu'il était vraiment vaillant et endurant dans les aigus. À mon sens, les meilleures voix qui peuvent se permettre de reprendre du Freddie Mercury, ce seraient soit des hommes qui possèdent la même particularité, baryton, ténor, ou alors tout simplement une femme. La mezzo-soprano est la chanteuse la plus indiquée, ou la soprano dramatique, pour vraiment reprendre ce répertoire et lui faire justice. C'est aussi pour ça que c'est une voix qui est si populaire, c'est parce qu'il avait un panel très large, et il avait une tessiture qui était vraiment étendue. Un chanteur français qui possède cette particularité-là, pour en citer un, Johnny Hallyday, était à mi-chemin, lui aussi, entre le baryton et le ténor. D'où le succès phénoménal de ces chanteurs-là. Et le dernier point, de l'importance du texte. En théologie, on vous apprend qu'il y a le texte en lui-même et ce que vous comprenez du texte, ce que vous choisissez d'en exprimer, ce que vous en retirez. Il y a toujours cet angle personnel. Le texte existe en tant que tel, la chanson existe en tant que telle, de la même manière, et il y a ce que vous choisissez d'en faire et comment vous l'interprétez. Bien sûr, il y a certains thèmes qui sont universaux. Là, par exemple, tel que moi je le comprends comme les pérégrinations, d'où la rhapsodie, les pérégrinations d'un jeune homme qui ne s'est pas trouvé. J'aime bien l'interpréter comme une chanson de coming out et de dire que il se lamente et il se plaint auprès de sa mère. Il est triste de l'avoir déçu. Il dit « I've killed a man » à un moment. « J'ai tué un homme ». Pour moi, c'est « j'ai tué un homme, j'ai tué l'homme que tu attendais que je devienne ». Et sa vie, à partir de là, n'en est qu'une errance bohémienne. C'est comme ça que je l'interprète. Donc c'est très important, après, quand vous interprétez le texte, quand vous interprétez la chanson, de mettre votre intention dessus, ce que ça vous évoque, de placer votre histoire. Il y a toujours une possibilité de placer son histoire, même si deux histoires ne se ressemblent pas, mais de trouver le lien. C'est-à-dire quelle est l'émotion globale, quelle est l'essence que je peux tirer de cette chanson. Une errance bohémienne, je suis perdue, je suis en train de me chercher, et puis
je présente mes émotions au monde, je fais une croix sur l'homme, la personne que j'ai été. Voilà, on peut dégager des thématiques principales. Donc c'est important, lorsque vous abordez une chanson plus généralement, de voir ce que ça vous évoque. Ce qui peut se rapprocher pour que vous aimiez cette chanson, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui vous ressemble ou qui vous évoque une partie de vous-même, et d'essayer d'exalter cette partie-là, de vous approprier le texte pour vraiment en faire votre hymne à vous. Mais c'est très important de comprendre de quoi on parle.